Bonjour, je suis Pierre-Henri de Menton de Challenge. Ravi, on enchaîne avec cette nouvelle table ronde. Cette fois, on va parler finance. Quel est le rôle? On a vu ce matin avec Jean Pisani-Ferry, on a une idée des masses et du choc financier que pouvait représenter la transition énergétique. Et on va voir si nos systèmes financiers sont bien calibrés pour encaisser ce choc et surtout trouver l'argent. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit point avec Ulrich Heige, qui est professeur à TSE, qui nous plante un petit peu le décor. Et après, qu'on mène les débats avec Lucie Pinson, qui est la fondatrice et la directrice de Reclaim Finance. Nathalie Tubiana, qui est à la fois directrice financière et politique durable, c'est une originalité dans les grands groupes de la Caisse des dépôts. Rémi Roux, qui est entrepreneur et à la tête d'une entreprise qui s'appelle Equitable. Et enfin, Giancarlo Monsellato, qui est le patron de Deloitte en France et en Afrique francophone. Voilà, donc il nous manque juste un banquier. Vous êtes presque bancaire, mais pas tout à fait. Mais on va quand même parler d'eux. Et je vais laisser la parole à Ulrich, qui nous plante un petit peu le décor sur notre sujet, sur la façon dont est organisé le système financier. Est-ce que cette organisation correspond aux besoins d'argent qu'on va avoir dans les années qui viennent? Oui, merci. Donc, les besoins de financement pour la transition énergétique sont gigantesques. Pour nommer un chiffre, ça va être autour de 5% du PIB mondial pour les décennies à venir. C'est une estimation moyenne, il y a plusieurs estimations. Je cite celle de l'Agence internationale de l'énergie. Pourquoi est-ce si cher? Parce que la transition énergétique a ça comme particulier que la quasi-totalité des investissements à faire demandent beaucoup de capital en amont et ont beaucoup moins de frais d'exploitation après. On avait vu dans les panels avant sur la voiture, mais c'est vrai pour la production d'énergie, la distribution, le stockage, etc. Et aussi, la facture est si élevée parce qu'il faut rattraper les retards, il faut donc faire une transition accélérée. Est-ce que c'est réaliste de pouvoir mobiliser autant de fonds? Pour cette question, il est utile de faire quelques comparaisons. Je propose deux comparaisons. D'abord, 5% du PIB mondial, c'est beaucoup, mais le monde investit aussi presque 30% de son PIB année après année. Donc il faut prendre entre un cinquième et un sixième donc, de la richesse produite par année pour la transition énergétique. Et puis, nous dépensons déjà beaucoup pour l'énergie. La dépense pour les énergies fossiles est autour de 5% aussi. Et on investit 3% dans les systèmes énergétiques, dont aujourd'hui déjà 60% dans les énergies décarbonées. Donc si on regarde ces chiffres-là, il est peu probable que le système financier aura des problèmes à mobiliser les ressources financières nécessaires. Mais pour ces fonds, est-ce qu'on trouve les projets, les actifs réels de décarbonation à investir? C'est à la fois une question de l'offre de ces actifs, mais aussi de la demande. Donc, commencer par l'offre. Et là, les technologies sont là, les capacités de production sont là aussi. Pour juste citer un exemple, la capacité mondiale aujourd'hui de production des panneaux solaires est autour de 1,3 térawatts par an. Ce chiffre correspond à 3 fois la consommation d'électricité de la France. Si on prend cette capacité de production, on pourrait totalement décarboner la production aujourd'hui d'électricité dans le monde dans moins de 15 ans. Bien sûr, on ne peut pas tout mettre sur les panneaux solaires, il faut le bon mix d'énergie, et ça nous remet sur des questions donc, de l'architecture du système énergétique, et notamment la majorité de ces panneaux solaires sont construits en Chine. Avec ça, je reviens sur le prochain thème qui est le risque. Donc, les investissements à faire vont aussi, pour les investisseurs, se rimer à beaucoup de risques. Puisqu'on est dans un mode de transition accélérée,
beaucoup des éléments pourtant essentiels ne sont pas encore clairement définis. Par exemple, le stockage saisonnier. Il y a beaucoup d'investissements à faire dans les R&D. Il y a donc beaucoup d'inconnus qu'on a aujourd'hui sur l'évolution des prix, si les nouvelles technologies dont nous venons parler, par exemple sur les transports, sont mises à l'échelle. Nous apprenons tous les jours de nouvelles. Donc, par exemple, l'estimation aujourd'hui sur le poids relatif du solaire et des éoliennes a changé en faveur du solaire dans quelques années. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle parce que ça remet aussi le système donc sur le stockage. Mais si on parle des risques pour les financiers, pour la finance, les risques se riment toujours avec la prime du risque qui se rajoute au coût de capital et donc qui va renchérir le financement de la transition énergétique. Mais rassurons-nous, investir dans des panneaux solaires pour satisfaire une consommation stable et prévisible, ce n'est pas un investissement au risque, ça devrait pouvoir se financer à un taux proche du taux sans risque. Mais si le producteur de cette énergie est assujetti à des volatilités de prix énormes, et comme ça s'est fait sur certains marchés déjà, à certains moments de la journée, est contraint à vendre à des prix négatifs, les risques sont importants. Il y a des risques endogènes qu'il faut maîtriser avec les meilleurs designs du système tarifaire. Donc, cela, venons sur le côté de la demande. Et là, nous pouvons très vite constater que tous les problèmes et tous les blocages sont concentrés de ce côté-là. Et là, je voudrais citer 6 de ces problèmes. D'abord, il y a ce que nous économistes appelons les frictions financières. Il y a des investissements pourtant importants qui ne vont pas se faire, qui seront rentables, pour lesquels, en principe, les financements sont là, mais les investisseurs ne vont pas y aller parce qu'ils ont peur de ne jamais être remboursés sur leur investissement. Il y a deux exemples très importants. D'abord, les infrastructures énergétiques dans les pays en voie de développement, et je pense pour la construction de notre panel, ce sera un thème sur lequel nous revenons. Donc, il ne faut pas croire que les marchés de finances privées vont eux-mêmes trouver les solutions. Les craintes des investisseurs sont liées donc, au manque de confiance dans l'état des droits, manque de confiance dans la stabilité politique, etc. L'autre exemple, c'est l'investissement dans la rénovation du bâti résidentiel. Donc, dans le deux cas, pays émergents, bâti résidentiel, il y a des véritables pièges de pauvreté qu'il faut surmonter. Pour revenir sur l'exemple des pays émergents, les solutions les plus réalistes font quand même appel aux institutions publiques, aux banques publiques comme la CDC, aux garanties de financement public parce qu'il faut utiliser la manne publique à bon escient, mais les garanties peuvent faire des miracles. Des modes de blended finance mixte, etc. Il faut surtout aussi donc, trouver l'élan pour un grand accord nord-sud pour installer massivement donc, les énergies renouvelables dans les pays en voie de développement. Deuxième blocage, évidemment, donc, la tendance actuelle, donc le retour du nationalisme et protectionnisme ne va pas aider. La plupart des batteries, des voitures électriques, des panneaux photovoltaïques sont aujourd'hui produits en Chine. Si on fait ce que la Commission européenne a annoncé hier, donc des douanes jusqu'à 38% sur la voiture électrique, qui se rajoutent à 10% déjà existants, ça ne va pas aider la transition énergétique. Troisième blocage, l'inflation et la crise du pouvoir d'achat. Donc, on produit l'effet inverse, ce qui aurait été la réaction donc, rationnelle. Au lieu d'accélérer la transition, ils la ralenti, ils ont abîmé la confiance et donc l'acceptabilité des investissements dans la transition. La volatilité extrême des prix d'énergie que nous avons vécu ces 2 dernières années est pour sa part, et tout ça, et ça c'est les derniers 6e blocages que je voudrais citer, abîmé donc dans la révolte des consommateurs d'énergie. Nous avons déjà plusieurs fois aujourd'hui entendu des agriculteurs, mais aussi des automobilistes, des propriétaires
donc des maisons, des appartements mal isolés ou donc avec un chauffage à énergie fossile. Le fait que ceux-là sont plutôt en train de se détourner de leur participation de la transition énergétique, et ça c'est et la conséquence de ça, c'est transmis dans une fébrilité de la politique énergétique qui donc tergiverse entre des annonces de plans ambitieux comme le Green Deal et après des reculs possibles. Et tout ça, c'est néfaste pour la finance. Et donc, si la lecture est correcte, je cite la Financial Times, que les élections du dimanche dernier, c'est les baissées des morts de Green Deal. Donc, on peut aussi être pessimiste. Ce qui veut dire, ça, surtout pour les finances, ça donne lieu à une incertitude qui tue la finance de la transition verte. Donc, si par exemple, il y a stagnation de l'investissement dans la voiture électrique, les investissements dans la capacité de production, dans les bandes de recharge sont faits en train de se faire, ils vont être sous-utilisés, donc c'est des risques supplémentaires pour les investisseurs et à nouveau, ça se traduit dans les primes de risques supplémentaires dans un renchérissement. Donc, il y a donc les backlash des consommateurs est donc importante et donc il donne beaucoup d'insécurité et de blocage à la finance. La finance souffre aussi du fait que beaucoup des investissements sont des investissements à duration très longue, c'est-à-dire qu'il faut attendre très longtemps avant d'avoir les flux financiers qui vont rembourser les investissements. Ils sont de ce fait très sensibles au mouvement des taux d'intérêt qui se sont produits ces dernières années. Et donc, ce que c'est vu sur le marché financier ces 2 dernières années, les prix pricing brutal des actifs financiers, où les valeurs donc des entreprises qui étaient déjà très avancées dans la transition ont été pénalisées, avec la conséquence que la performance des investissements verts sont pénalisés, que les gestionnaires se retirent, que les assureurs, par exemple, ont quasiment cassé l'accord de net zéro, etc., qu'il y a un détournement des investisseurs. Ça, c'est néfaste pour la finance durable. Il faut quelque part arrêter cette spirale d'insécurité pour laquelle la politique est très importante. Et donc, mon plaidoyer de fin est celui qu'il faut réfléchir sur un autre mode de fonctionnement, quelque part prendre la politique énergétique et sortir du mêlé politique, créer une indépendance de la politique énergétique qui pourrait être fait sur le modèle de la politique monétaire, où nous, les économistes et d'autres, se sont battus pendant des décennies pour qu'elle soit indépendante, parce qu'on avait un problème similaire. D'un côté, un public qui était très attaché à l'idée des prix stables, mais que vous voyez de l'autre côté les bénéfices d'un relâchement de politique monétaire. Pour la transition énergétique, c'est très similaire. Merci Ulrich, je vais vous interrompre parce que j'aimerais bien, c'est extrêmement riche tout ce que vous avez dit, il y a beaucoup de choses, vous avez pas mal parlé de politique aussi, ce qui est intéressant aujourd'hui, et je voudrais qu'on fasse peut-être un premier petit tour pour réagir à votre topo, dont je vous remercie. Lucie Pinson, donc, on entendait dans les problèmes de la demande, il y a plusieurs points qui sont liés aux différences d'horizon entre le long terme et le court terme. Les banques que vous surveillez de près sont pour la plupart cotées en bourse avec des exigences de résultats trimestriels et embarquées dans des politiques de long terme sur le développement durable. Est-ce que c'est conciliable? Et le deuxième point, c'était effectivement sur le risque. Est-ce qu'on peut demander à une banque de prendre des risques sur des investissements qui ne sont pas très sûrs parce que les technos ne sont pas encore au point? Est-ce que c'est leur job? Ou est-ce que finalement, c'est peut-être pas elle de faire ça, mais plus comme le préconise, si j'ai bien compris Ulrich, au pouvoir public aussi d'intervenir avec, et on fera réagir aussi la caisse là-dessus. Donc je voudrais vous faire réagir sur ces 2 points peut-être, et puis peut-être faire un petit point où en est le système. On voyait les assureurs qui sont en train de se retirer d'un certain nombre. Donc très brièvement, sur ces 3 points, juste vous faire réagir.
Ça fait beaucoup de choses sur 3 points. Peut-être pour rebondir sur le fait que, a-t-on les financements pour financer la transition? Absolument. Alors ça, on l'a dit, hein, on a 5%, on a besoin de 5% et on a 30% d'investissement du PIB chaque année. Donc a priori, on y arrive, il y a de l'argent. Les banques et les acteurs financiers ont les moyens pour financer la transition. Faut-il leur faire confiance pour financer la transition? Absolument pas. Il est très clair que les acteurs financiers, comme les entreprises des énergies fossiles dont on entend souvent parler, on nie le dérèglement climatique et les conséquences des impacts de leurs activités pendant des années. À partir de 2015... Ils polluent moins que les industriels. Alors ça, c'est une activité de service. C'est un autre débat et je pense que les débats au niveau de l'Union européenne ces derniers temps ont fait valoir une autre vision justement de la finance et du fait qu'ils portaient à travers leur activité une responsabilité dans le monde de demain et donc ils étaient potentiellement partie prenante de tous les impacts des entreprises qu'ils ont en portefeuille. Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas le job alors? Voilà, peut-être parce que vous me demandez en même temps de faire un état des lieux. Donc j'essaye de faire tout ça en un temps record. À partir de 2015, on va dire les acteurs financiers ont commencé pas tant à se préoccuper des impacts de leur financement ou opérations, différents types de services financiers, mais ont commencé à se préoccuper des risques financiers liés au dérèglement climatique. Malheureusement, aujourd'hui, on voit que quand bien même il y a eu des évolutions, hein, très clairement, aujourd'hui, la situation sur les sujets finance et climat n'a rien à voir avec celle quand moi j'ai commencé à m'y intéresser il y a 10 ans et ça n'a rien à voir avec la situation de 2015. Donc très clairement, on a fait une partie du chemin. Malheureusement, on voit bien que encore aujourd'hui, les acteurs bancaires, quand bien même ils accroissent leur soutien à la transition, ils continuent par ailleurs, et je pense que c'est important de le rappeler parce qu'il ne s'agit pas seulement de se préoccuper de comment allons-nous financer encore plus les solutions, il s'agit de bien comprendre que ces solutions doivent se développer en remplacement et non en complément des activités polluantes. Or, force est de constater que les acteurs financiers continuent de soutenir le développement d'activités qui sont intrinsèquement incompatible avec le budget carbone encore disponible pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. Je vais citer un chiffre, 67 milliards de dollars, c'est le montant que les banques françaises ont accordé à l'expansion des énergies fossiles depuis 2021. Depuis 2021, donc ça fait des années que les scientifiques du GIEC nous disent attention. Le même chiffre sur les énergies renouvelables, vous avez Alors on n'a pas ce chiffre-là, donc, mais j'y arrive aux questions des renouvelables. Donc, et tant n'est pas la question, encore une fois. La question n'est pas, on sait tous, on ne va pas sortir du fossile du jour au lendemain, et ce n'est pas le débat. La question, c'est comment on accompagne une sortie, donc un démantèlement des infrastructures fossiles petit à petit. Et bien entendu, ça ne pourra pas se faire sans développer les alternatives. En revanche, dès maintenant, il faut arrêter d'en ajouter. Parce que chaque nouveau projet nous verrouille des émissions de gaz à effet de serre pendant des décennies. Or, les scientifiques du GIEC nous disent depuis des années qu'il ne faut plus développer d'infrastructures émettrices de gaz à effet de serre. Depuis 2021, l'Agence internationale de l'énergie projette l'arrêt du développement de ces infrastructures dans son scénario pour une limitation du réchauffement à 1,5 degré. Depuis la même année, les banques ont pris des engagements sur cette trajectoire, et pourtant ils continuent dans leur pratique à faire l'inverse de ce qu'ils ont promis. Et donc on sait bien que, alors ça bouge, encore une fois, vous me demandez le constat en même temps. Donc on voit que ces dernières années, en France, on a eu des évolutions. Cette année, très très récemment, BNP Paribas et Crédit Agricole ont annoncé s'abstenir d'émettre des obligations pour l'expansion pétrolière et gazière. Donc c'est un excellent pas en avant, mais qui n'est pas suivi par la majorité des acteurs financiers. Preuve en est le soutien de banques populaires, caisses d'épargne, qui est souvent oublié dans les débats, pour une émission obligataire à Total Énergie d'une valeur de 4,2 milliards. Total Énergie, dont la majorité des CAPEX vont aller à l'expansion pétrolière et gazière. Et même pour BNP Paribas et Crédit Agricole, on voit qu'il y a cette annonce-là. Les banques ne veulent plus émettre des obligations pour l'expansion, mais leurs filiales de gestion d'actifs peuvent toutes acheter les obligations qui servent l'expansion pétrolière et gazière par ailleurs. Donc mon point est,
ça avance, mais le temps même de mise en cohérence des pratiques sur l'expansion pétrolière et gazière au niveau de toute l'entité BNP Paribas ou Crédit Agricole, ça va prendre du temps. Or, du temps, on n'en a pas. On est dans un contexte d'urgence climatique et sur cette question de l'arrêt de l'expansion, il s'agit d'en perdre le moins possible à l'heure actuelle. Et donc, il va falloir passer par de la réglementation, ça c'est certain. Sur cette question du risque, c'est une question évidente. Il va falloir que les agences de régulation et de réglementation interviennent pour aider les acteurs financiers à rehausser leur financement aux solutions. On a plusieurs propositions en la matière, le rôle des banques centrales qui peuvent mettre en place des taux différenciés pour dissuader d'un côté le financement des secteurs polluants et à l'inverse inciter le financement des solutions. Je vais vous redonner la parole. Juste un dernier point. Je voudrais faire réagir nos amis à ce que vous dites pour pouvoir sur la réglementation. Ça c'est vraiment important de projeter les acteurs financiers sur le long terme. Ça va se passer par des mesures incitatives dont je viens de parler, mais ça va aussi passer par la contrainte. Il ne va pas être possible de faire l'économie de la contrainte. Voilà, on va revenir sur ces histoires de réglementation parce que je pense que c'est très important. Mais auparavant, je voulais demander à Nathalie Tubiana, quel est c'est très original, à la fois directrice des finances de la Caisse des dépôts, c'est pas rien, directrice financière, mais vous êtes aussi directrice développement durable, politique durable plus exactement. Et est-ce que vous partagez le constat sur... il y a une partie du chemin qui a été fait par le système bancaire, que vous connaissez bien, même si vous êtes, un établissement très particulier. Et il faut arrêter le financement du développement, au moins du développement du fossile. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, comme l'indique Lucie, beaucoup de chemin a été parcouru et il en reste encore à faire, évidemment. Et je pense que ce qui est important dans ce qu'a dit Lucie, c'est qu'il faut développer des solutions alternatives. Donc il faut mettre les moyens pour financer la transition écologique et la transition juste, parce que ce n'est pas que... il ne faut pas prendre en compte uniquement la dimension écologique et énergétique, mais il faut prendre aussi l'impact sur les populations, de manière à ce que ces développements ne soient pas au détriment des populations. C'est ce que nous visons, nous, à la Caisse des dépôts, au travers de nos axes stratégiques. Mais effectivement, il y a encore du chemin. La réglementation, si je dois réagir précisément, va aider, bien sûr. Elle aide déjà parce qu'elle s'enrichit directive après directive, règlement après règlement, loi après loi. CSRD, si je peux peut-être parler un peu de CSRD, va obliger finalement à toutes les institutions qui seront soumises à CRD à entrer dans une logique de reporting, non pas uniquement sur le rétroviseur, c'est-à-dire sur ce qu'elles ont pu faire par le passé en matière de transition juste, justement, parce que c'est sur le E, le S et le G, encore une fois, j'insiste beaucoup, mais aussi devra rendre compte sur les engagements qu'elles prennent, les institutions qu'elles prennent dans le futur pour aller encore plus loin dans ce chemin. Donc, de ce point de vue-là, je partage l'avis de Lucie, mais effectivement, je pense qu'on est en bon chemin. Vous, Nathalie, comme acteur de la finance, peut-être 2 mots sur ce que fait la Caisse en termes d'investissement dans la transition énergétique, parce que c'est au cœur de la stratégie du groupe CDC. Peut-être 2 mots pour qu'on ait... on a parlé pas mal de milliards d'euros, pourcentage de PIB, savoir ce que ça représente. Alors, on va rester dans les milliards. Donc, le groupe Caisse des dépôts, c'est un grand groupe, pas uniquement bancaire, clairement. C'est un groupe public qui investit sur le long terme. C'est au cœur de notre raison d'être. On s'inscrit dans la durée parce que si on veut vraiment accompagner la transition, certes, il y a une urgence, certes, il faut l'accélérer, mais il faut vraiment l'accompagner dans la durée. Nous avons 3 axes stratégiques, qui est de contribuer à la transition écologique, de soutenir les souverainetés économiques, numériques, industrielles et d'accompagner la cohésion sociale et territoriale. C'est en cela que je parle de transition juste. Sur le volet transition écologique, nous nous étions fixés en 2020 un plan de financement de la transition à hauteur de 60 milliards d'euros pour 5 ans, donc 2020-2024. À fin 2023, donc un an en avance, on a financé 80 milliards, on a mobilisé 80 milliards d'euros en faveur de la transition écologique. Donc nous nous sommes fixés un nouvel engagement de financer cette transition à hauteur de 100 milliards
Comme ça, c'est un chiffre facile à retenir, sur les exercices 2024 à 2028. Ça s'adresse aux secteurs prioritaires qui doivent prioritairement bénéficier de ces financements. Le secteur de l'énergie, bien entendu, pour développer les capacités d'énergie renouvelable. Ça a été d'ailleurs cité à la table ronde précédente. Ou bien, oui, c'est ça, développer les capacités d'énergie renouvelable. Le secteur de l'immobilier, où nous mobilisons beaucoup de moyens pour rénover, pardonnez-moi, les logements sociaux que par ailleurs nous finançons, ou bien pour construire des bâtiments qui sont à haute performance énergétique et environnementale. Nous accompagnons également la mobilité douce, donc tout le domaine des transports, pour développer des transports collectifs, des bornes de recharge, des véhicules électriques. Et je ne l'oublie pas, la préservation des écosystèmes et la biodiversité, qui est un petit peu notre baseline, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on investit, qu'on met 1 euro dans n'importe quel projet, on s'assure systématiquement que la biodiversité est préservée. C'est pour cette raison que nous avons choisi de mettre en parallèle la fonction financière et la fonction politique durable, parce que, et ça a été évoqué au début de la table, c'est qu'il est important de ne pas uniquement prévoir des investissements à l'aune de critères financiers, mais aussi en intégrant tous les critères extra-financiers dans nos décisions d'investissement. Voilà, merci beaucoup. Alors, les critères extra-financiers, on va en parler un peu avec Rémi Roux. Vous êtes entrepreneur, mais une entreprise un peu particulière. Vous allez nous en parler 2 secondes. Et moi, j'avais deux petites questions. Un, c'est quoi votre critère de performance? Je pense qu'il y a un peu la finance quand même, parce que ce n'est pas les boîtes en faillite qui vont pouvoir faire avancer le monde. Mais quels sont les autres? Et puis 2, savoir ce que vous pensez. On reviendra avec le patron de Deloitte, mais qu'est-ce que vous pensez de toutes ces réglementations? Parce que là, on a vu deux avocates de la réglementation, etc. Et quand on entend des patrons de PME, c'est peut-être pas tout le temps le même discours. Alors, bonjour à tous. Effectivement, alors nous, on est éthicable, hein, parce que vous me l'avez fait à l'anglaise tout à l'heure, mais on est une SCOP, une société coopérative, une boîte française, on s'est créé il y a 20 ans. Et donc, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. On n'est pas la majorité, on va dire, des PME ou grandes entreprises en France. On fait du commerce équitable, hein, avec des produits alimentaires bio et commerce équitable. Et à la rigueur, ça illustre le travail de la Caisse des dépôts, puisqu'il y a 3 ans, on a décidé de relocaliser notre fabrication de chocolat en France, dans le Gers. Et parce que vous savez, nous achetons le cacao, les ingrédients auprès de coopératives de producteurs, et après, il faut fabriquer. Avant, c'était une usine qui était en Italie. On l'a relocalisée dans le Gers avec un bâtiment éco-conçu, avec des panneaux solaires dessus. Et là, la Caisse des dépôts, effectivement, a été notre partenaire dessus. C'était un investissement sur le long terme, parce qu'il fallait investir pour pouvoir... C'est un hasard, hein, je tiens à le préciser, mais vous voyez, ce n'était pas du greenwashing. Effectivement, l'argent, les 100 milliards, ils arrivent quelque part, hein, en tout cas dans le Gers. Voilà. Alors là, c'était bon, ça représentait... C'était pas 100 milliards, j'imagine. Voilà, mais... ça représentait une dizaine de millions d'euros pour la partie des bâtiments, plus les machines, etc. Mais effectivement, bon, comme on est une entreprise qui existons depuis une vingtaine d'années, bon, on a réussi à trouver les financements. C'est plus facile quand on va voir les autres banquiers en tenant par la main la Caisse des dépôts, en disant, il y a maman, hein, il faut... Et donc, ça s'est très bien passé. Ce que je vais vous dire, c'est, enfin, moi, là où je suis d'accord un petit peu avec ce qui a été dit avant, c'est le problème de la temporalité, et que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'au niveau de la finance, il y a toujours une demande de résultats à court terme. Or, sur la transition écologique, c'est vraiment du long terme qu'il faudrait. Et c'est vrai que nous, quand on a fait notre total, enfin, on va voir des banques. Vous avez déjà vu une banque qui vous dit, j'ai un super placement, là, ça va rapporter vachement dans 50 ans. Ben non, c'est pas tellement ça, quoi. Ça, c'était le grand-père quand il plantait un chêne dans le jardin pour faire de l'ombre aux petits-enfants. Donc, c'est un peu ça qui est compliqué. Alors, bon, nous, on a évidemment réussi à trouver les financements. On fait du long terme. Alors, par rapport à nos résultats, vous me disiez sur l'efficacité... le fait d'être en bio, en agroforesterie, en commerce équitable, ça fait qu'on va avoir besoin d'émettre 3 fois moins de CO2 pour notre cacao ou pour notre café que le classique.
Donc là, déjà, c'est quand même... Vous êtes 3 fois plus cher que le classique aussi, peut-être? C'est pas le cas, non. On est à 20 ou 30 centimes de différence sur une tablette de chocolat. Mais on devrait être 3 fois plus cher, oui. Mais bon, comme on est une entreprise sociale, enfin, on ne priorise pas le profit. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Après, moi, je travaille dans le mouvement des SCOP. Vous savez, les SCOP, il y en a 4000 en France. Pour justement amener l'ensemble de ces entreprises dans la transition écologique, parce qu'il faut que ce soit nous, les entreprises, qui commencions à le faire, puisque les politiques ne vont pas assez vite, vu l'enjeu. Il faut qu'on montre que c'est possible. Et le fait qu'on soit des scopes, donc on appartient à nos salariés. Vous savez, les scopes, on n'a pas a prioriser des résultats financiers extérieurs. On peut prendre des décisions qui vont ramener moins de chiffre d'affaires à court terme, mais qui vont permettre de pérenniser l'entreprise. Et là, ce que je vois, enfin moi je vois au niveau du mouvement des scopes, quand on va voir nos banques, elles nous disent oui, on a un placement vert, ça s'appelle toujours vert les trucs, ben, c'est exactement le même placement que les autres, c'est les mêmes taux, mais ça s'appelle vert. Waouh, super. Mais on aurait besoin de beaucoup plus, d'aller beaucoup plus loin. Et je ne sais pas, il y a quelques temps, on avait vu, il y avait des... Alors après, c'est en fonction aussi de l'inflation, etc. Mais il faudrait des taux négatifs, d'intérêt négatifs sur les investissements dans la transition écologique, pour qu'on puisse amener toutes ces entreprises à faire ces investissements colossaux qu'on a besoin de faire aujourd'hui, pour pouvoir demain émettre moins de carbone, être plus vertueux, etc. Et c'est vrai que c'est vraiment le débat, la finance, qui va permettre ou pas qu'on avance suffisamment vite. Enfin, de toute façon, on n'avance pas assez vite dans la transition, mais qu'on avance moins lentement. Voilà. Voilà, alors il faut avancer moins lentement. On parlait des fonds, ce que proposent les banques, donc effectivement des fonds ISR, etc. Il y a toutes sortes de labels qui correspondent à des normes. Giancarlo, vous avez été longtemps à Bruxelles, avant, pour Deloitte, vous connaissez bien ce monde-là. Vous avez un gros département, j'imagine, compliance. C'est votre métier, c'est un bon business. Est-ce que vous pensez, vous êtes d'accord sur le fait, là on est en train de dérouler maintenant CSRD, donc on entend beaucoup de c'est la priorité, bien sûr ça commence par les très grandes structures, mais ça va arriver en capillarité dans beaucoup d'entreprises françaises. On entend déjà, il y a 120 pages de questionnaires, etc. Donc, est-ce que toute cette machinerie de normes est efficace? Est-ce qu'elle est... le process est terminé? Est-ce que ça va continuer? Comment l'améliorer? Quelle vision vous avez dessus? Parce que c'est quelque chose d'important. Dans le fléchage, on a vu qu'il y avait assez d'argent. Il faut qu'il arrive au bon endroit et pour ça, il faut un cadre. CSRD. Je pense qu'avant de traiter la CSRD, j'aurais juste rappelé une chose. C'est que la finance, ce n'est pas quelque chose qui existe dans un monde parallèle. Il y a peut-être assez d'argent pour financer la transition écologique en amont, encore que, j'en suis pas sûr. Mais le problème de la finance, c'est l'aval. C'est le consommateur, c'est le client. Aujourd'hui, on peut investir autant qu'on veut dans la transition écologique. Le problème, c'est l'acceptabilité sociale. Prenez un pays comme la France, où le revenu net, après toute taxe du travail, est l'un des plus bas d'Europe. La capacité à augmenter les prix de l'énergie, des biens de consommation pour être vert, elle est très limitée au niveau de l'acceptation sociale. Le problème des financiers, là je vous rejoins, il n'est pas tellement de trouver en amont les sources de financement, ils les trouveront. C'est trouver les projets qui vont être achetés par des consommateurs qui ont une capacité à payer plus très limitée, du moins en Europe, du moins en France. Donc là, il faut être innovant. Le TGV que vous avez peut-être pris pour venir ici, il a été financé par l'innovation financière il y a 50 ans. Il était très bon il y a 50 ans, même il y a 20 ans, l'innovation financière, essentiellement fiscale d'ailleurs, pour faire baisser les coûts de financement pour les infrastructures publiques financées par le privé. On a besoin exactement de la même chose aujourd'hui, de trouver des moyens d'innovation financière pour faire baisser les coûts de financement et donc plafonner l'augmentation des prix, voire la supprimer pour le consommateur final. Sinon, on va buter sur le mur de l'assistance sociale. La réglementation, la CSRD, y contribue d'une certaine mesure. C'est quoi la réglementation? C'est juste un langage commun. C'est juste s'assurer que tous les acteurs qui opèrent sur un marché parlent la même langue, disent la même chose, ne fassent pas de greenwashing. Ce qu'a fait la Commission européenne, qui a été très décriée sur ce projet, qui est pourtant un des projets les plus intelligents qu'elle ait porté, était de dire le seul pouvoir de l'Union européenne, c'est son marché. Le marché de l'Union européenne, c'est le premier marché au monde, devant les États-Unis. Donc tous les acteurs qui veulent
vendent sur le marché de l'Union européenne, pas que les acteurs européens, devront appliquer les mêmes règles de réglementation. Dites-nous ce que vous faites pour respecter la transition écologique et sociale, j'insiste sur le social aussi, et dites-le nous de façon que ça puisse être audité par un tiers indépendant, donc effectivement au hasard de loi, qui puisse certifier que ce que vous dites est vrai, que ce n'est pas du baratin, que ce n'est pas du greenwashing, et que tous les acteurs soient à égalité de traitement. Que je n'ai pas les acteurs européens ou extra-européens qui arrivent à vendre plus cher parce que grosso modo, ils ne respectent pas les règles de la transition climatique. Donc la CSRD, c'est forcément compliqué, mais c'est simplement ça. C'est-à-dire qu'on se bat tous avec les mêmes règles. Ça doit pouvoir être audité par les acteurs indépendants qui le certifient, donc c'est fiable. Et là où la Commission a été vertueuse et ça lui a reproché, c'est un, de dire ça s'applique à tout le monde, y compris les Américains et les Chinois si vous vendez en Europe. Et deux, on laisse l'entreprise utiliser son jugement. C'est pour ça que l'augmentation elle est volumineuse. Parce que 10 entreprises, selon votre secteur d'activité, vous allez choisir les données pertinentes pour vous, pour l'environnement qui vous entoure. Et ce n'est pas la même chose si on est un groupe de services que si on est un groupe industriel. Donc utilisez votre jugement. Simplement, ça sera audité. Et on vous tiendra responsable de votre communication. Donc c'est là où cette réglementation, ce n'est pas la seule solution, mais ça doit permettre des innovations financières pour faire baisser le coût du financement et donc le prix final pour le consommateur. Voilà, alors Giancarlo nous a ouvert 3 sujets. L'innovation financière, le signal prix vis-à-vis du consommateur. On a vu dans la table ronde précédente qu'il pouvait quand même avoir une utilité aussi, même si de par le pouvoir d'achat, il y a des limites. Et enfin, de l'utilité des réglementations et le greenwashing qui va autour. Alors, je voudrais juste faire réagir sur le 3e thème sur réglementation et greenwashing. Dans votre secteur, l'agroalimentaire, il y a beaucoup de labels de réglementation. C'est un secteur hyper réglementé. Est-ce que c'est au point, est-ce que le consommateur est vraiment éclairé sur ce qui se passe et sur ce qui mange et donc quand l'argent arrive dans une entreprise ou dans une autre, est-ce qu'il est vraiment vert? Est-ce que l'investisseur sait où il va, vu de l'entreprise? Oui, alors, moi, je ne vais pas dénoncer les réglementations, parce que nous, on va chercher des contraintes. Nous, on est labellisé en bio, on est labellisé Vous devez avoir tous les labels de la Terre. Oui. Voilà, et c'est clair qu'on va chercher ça, parce que c'est important que ce soit quelqu'un d'extérieur qui certifie. Alors, est-ce que les autres trichent? Parce que sinon, effectivement, regardez l'ensemble des boîtes en France, mais tout le monde vous dit qu'ils font plus vert que vert. Et après, on voit, en grattant un peu derrière, qu'il n'y a pas suffisamment le point important, justement, pour le faire. Par rapport, par exemple, haute valeur environnementale, par exemple, c'est un label en agriculture qui fait croire que quand on entend un mot comme ça, on se dit c'est bien, quoi, ça va, on a fait on a fait le travail, et en fait c'est bon, c'est fait pour contrer, pour répondre à la bio, pour des gens qui n'ont pas envie d'aller dans la bio. Alors que, comme je vous le dis, en bio, on va réduire par 3 les émissions de gaz à effet de serre, alors que c'est 1/3 du dérèglement climatique, agriculture, élevage intensif. Donc ce serait ça le plus important à faire. Et malheureusement, voilà, on n'y va pas. Donc effectivement, nous on voit bien s'il n'y a pas assez de contraintes, eh ben, les gens n'y vont pas, quoi. Clairement, le consommateur, effectivement, il va entre tous ces labels, les labels privés de certaines boîtes sur le cacao, où on voit c'est catastrophique au niveau social, la culture du cacao. Vous avez beaucoup de grandes boîtes qui ont leur programme cacao responsable, etc., où on continue à acheter au même prix, etc. Il y a quelques investissements, mais pas l'enjeu du truc. Donc, je crois qu'il en faut de plus en plus, parce que sinon, les gens n'y vont pas. Et ensuite, les consommateurs, effectivement, il faut qu'ils comprennent pouvoir choisir. Voilà, merci beaucoup. On parlait des tablettes de chocolat, on peut peut-être parler des produits financiers, donc des fameux produits ISR. Je vais vous faire réagir tous les deux, mais très brièvement. C'est très compliqué, parce que c'est très compliqué, donc vous allez être très bref. Il y a tout un débat entre, en gros, un organisme international dirigé par M. Faber, et puis de l'autre côté, c'est M. Combourg, je crois, plutôt un organisme européen. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que là, on est clair sur ce que c'est, enfin, qu'un fonds ISR? Puisque comme je suis épargnant, j'ai envie de savoir si vraiment j'investis dans le green. Est-ce que là, au moins, ou alors est-ce qu'on est dans le flou comme dans le chocolat? Alors, je ne suis pas sûre que M. Faber s'intéresse à l'ISR, mais que l'IA de l'ASB, hein, j'entends. Je pense que c'est des débats
différent. Concernant le greenwashing et les produits d'épargne et d'investissement, on en a beaucoup. Il y a eu dernièrement en France une réforme du label ISR qui apporte de la clarté, notamment sur cette question énergétique. Donc j'y reviens pas aujourd'hui avec un label ISR. Vous n'investissez plus dans l'expansion pétrolière et gazière, mais la question n'est pas réglée pour autant. Il va y avoir des enjeux de cohérence avec les autres produits au niveau Quand je mets de européen. l'argent dans un fonds ISR, je sais qu'il ne va pas servir pour faire des nouveaux forages pétroliers. C'est ça, c'est ce que je viens de dire, ça c'est D'accord. clair. Par contre, aujourd'hui, vous avez encore toute une panoplie de produits d'épargne et d'investissement qui sont vendus avec des appellations durables, ESG, climat ou autres, dans lesquels on va pouvoir retrouver de l'expansion des énergies fossiles. Donc c'est des allégations trompeuses au marché et il est urgent que le régulateur, les régulateurs, s'emparent de ce sujet-là, jouent leur rôle de gendarme et sanctionnent les greenwashers. Il y a deux exemples. On a fait, Reclaim Finance, une analyse sur l'épargne salariale. On trouve que les 2/3 des produits d'épargne salariale avec des appellations durables ont de l'expansion pétrolière et gazière ou expansion des énergies fossiles, donc également du charbon. Et on est à peu près plus de la moitié des unités de compte pour l'assurance vie avec appellation durable. Donc il y a un énorme problème et bien entendu, il va falloir réguler à ce niveau-là de la même manière que le signal prix peut être utilisé. Aujourd'hui, on a une incohérence en termes de gestion de la dépense publique puisque on a des produits d'épargne et d'investissement qui bénéficient de processus de défiscalisation alors que l'argent n'est pas fléché vers des objectifs cohérents avec l'agenda climatique de la France. Donc c'est l'auto-sabordage à travers la gestion de l'argent public. Donc ça, bien entendu, c'est aussi des leviers qui peuvent être utilisés, mais là on est vraiment sur le niveau la gamme, on va dire, de la réglementation, parce que ça va inciter, faciliter, mais ce qui se discute au niveau de l'Union européenne, on a parlé de CSRD, on a parlé de CISDD, on parle de l'obligation d'adopter des plans de transition, il y a une question de la part des participants sur la BCE, là c'est des mesures qui ont un impact normatif beaucoup plus conséquent. Un mot sur les normes vertes, est-ce qu'elles sont au point? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de greenwashing dans le secteur que vous connaissez bien, de la finance? Bien sûr, il y a beaucoup de greenwashing. Il y a du progrès et c'est important qu'on a donc la CSRD, qu'on a ces normes, qu'il y a donc la notation des entreprises, mais bien sûr, il y a beaucoup d'imperfections dedans. Ce qui est important, c'est que les entreprises aient le sentiment que tout cet exercice qui est coûteux pour eux, parce qu'il faut faire le reporting vis-à-vis donc les reports officiels, vis-à-vis des agences de notation, que ça sert à quelque chose, que finalement, ils sont donc compensés par les marchés financiers et qu'elle soit donc le courant de transition, c'est un coût de capital moindre parce qu'il faut donc les bonnes actions. Et donc, bien sûr, il y aura toujours tendance à dire que je suis assujetti une obligation de reporting. Et donc ça, c'est les critères. Et je connais les critères de l'agence qui va l'appliquer. Et ça va traduire si je suis investible ou pas, de dire qu'est-ce que je peux faire pour à la fois avoir un meilleur score que ce qui correspond à l'activité réelle. C'est de la nature humaine et de la nature du capitalisme. Mais on a des progrès, on trouvera comme une classification plus importante. Il ne faut pas non plus, avec l'argument greenwashing, donc quelque part dénoncer sous cet effort. Et je pense qu'il y a beaucoup de bien dedans. La réglementation est importante. Peut-être un mot sur le greenwashing et un mot aussi, ça m'intéresserait, là on a une question là-dessus, comment la BCE, c'est une idée d'ailleurs qu'avait émise Lucie Pinson, comment la BCE peut-elle aider à flécher les investissements vers le green ? Il me semble qu'elle le fait déjà un petit peu, mais plus généralement, en quoi l'innovation financière, que vous connaissez bien, on prenait l'exemple du TGV il y a quelques décennies, est-ce qu'il y a des progrès à faire en termes d'innovation financière pour trouver des produits type green bond, etc., mais peut-être aller plus loin pour que le tuyau entre la finance et le sauvetage de la planète soit moins obstrué? Oui, alors le greenwashing, en quelques mots, je pense que la recherche de labels, d'une manière générale, est un des moyens d'éviter le greenwashing, mais aussi la transparence. C'est important que toute institution, quelle qu'elle soit très transparente, et les reportings nous y aident évidemment, bien sûr, les réglementations nous y aident sur ce qu'elle fait déjà en faveur de la transition ou ce qu'il lui reste à faire. Comme ça, et on sait encore une fois qu'il y a il y a encore du chemin à parcourir, et je pense que ça aide
éviter le greenwashing. Sur l'innovation financière, évidemment, c'est au cœur du sujet. Si la BCE peut baisser ses taux pour aider de flécher les investissements vers le green, ce serait une bonne chose, mais je pense que la problématique est beaucoup plus compliquée que ça. En réalité, parce que baisser les taux, ça entre dans une problématique plus large. L'innovation financière est utile, mais elle n'est pas unique pour accompagner le fléchage des investissements vers la transition. Je vais prendre l'exemple des collectivités locales. Donc nous accompagnons beaucoup les collectivités locales, bien entendu. Nous sommes présents sur les territoires, des acteurs locaux d'une manière générale. Et les collectivités locales, elles ont des difficultés, pas uniquement financières. Elles en ont parce qu'elles ont des finances qui sont un peu complexes aujourd'hui, mais elles ont aussi la difficulté, et je rejoins le propos de Gianmarco, c'est qu'elles ont la difficulté d'identifier les projets. Donc il faut les aider aussi à comprendre, faire un diagnostic territorial, quel est le niveau de risque de leur territoire, quels sont les besoins sur leur territoire, les aider par de l'ingénierie à identifier les projets qui permettent de répondre aux problématiques de la transition. On peut aussi développer des offres spécifiques sur les différents territoires, c'est important, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir une offre unique sur tous les territoires, il faut aussi tenir compte de la problématique locale. Alors, par exemple, les littoraux ou la montagne sont plus exposés, bien entendu, aux risques climatiques et donc doivent pouvoir bénéficier d'un accompagnement ad hoc spécifique, et l'ingénierie financière. L'intracting, pour ça, par exemple, est un bon exemple d'innovation financière. C'est un dispositif qui consiste à prêter à une SEM, à un acteur local, et à se faire rembourser sur la base des économies que la SEM, par exemple, va réaliser grâce à l'investissement qu'il aura réalisé. Ça, c'est l'innovation financière, par exemple. Voilà, alors plus au niveau macro, puisque la question était sur la BCE, est-ce qu'on pourrait imaginer une extension des garanties de l'État, par exemple, ou de la BCE sur des financements pour réduire peut-être la prime de risque qui existe encore malgré tout du fait de la volatilité du prix, par exemple, ou des investissements à venir, ou de la longueur des investissements, parce qu'on ne sait pas quel sera le retour sur investissement dans 70 ans. On peut, mais il y a une garantie européenne qui s'appelle InvestEU. Ça marche bien? Ça marche parce que c'est un effet de levier qui permet justement de lever des financements complémentaires. Et donc aujourd'hui, InvestEU est déjà en œuvre. Donc je pense qu'on peut peut-être réfléchir à aller plus loin, étendre ce type de garantie, oui, identifier d'autres types de garanties. Mais oui, il faut aller dans ce sens, clairement. Ça fait partie des leviers qu'il faut qu'on arrive à mettre en œuvre pour engager tous les acteurs, parce que c'est vraiment un jeu complet. Il faut que tous les acteurs, publics, privés, État, pouvoir public, banques, effectivement, se réunissent, je dirais, en quelque sorte, pour réunir leur financement. On va y revenir avec une question justement sur le politique et le rôle des pouvoirs publics. Je voulais juste vous poser une question, Rémi. Le fait d'être SCOP, ESS, d'avoir tous les labels les plus durables du monde, est-ce que ça a été un avantage pour vous quand vous avez poussé la porte d'une banque? Est-ce qu'on vous a regardé comme un drôle d'animal, ou au contraire, on vous a dit « Ah, mais super, j'ai besoin d'un projet RSE, là, vite, on a de l'argent pour vous », parce que comme il y a un problème aussi un petit peu du côté de l'offre de projet, moins que du côté de la demande, mais quelle a été la réaction En vrai ou... Allez-y. Non, mais tiens, au tout début, quand on a créé la SCOP il y a 20 ans, qu'on arrivait et qu'il fallait qu'on trouve 300 000 €, on a galéré. Enfin, ils nous disaient, mais vous êtes fous, vous allez travailler avec la grande distribution. Bon, c'est utopique. Alors, c'était il y a un bout de temps, quand même. C'était il y a 20 ans. Ouais. Aujourd'hui, en fait, ce qui est clair, c'est qu'à partir du moment où on a une entreprise, on fait plus de 75 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est devenu le leader français du chocolat bio, on est en croissance, on fait des bénéfices. Donc là, c'est plus un problème. Autant, je veux dire, qu'on soit BSS ou pas, ça change rien. Vous traitez différemment que si vous étiez une SA normale, une entreprise, une PME? Ben, malheureusement, ils ne nous traitent pas vraiment différemment. C'est vraiment le fait qu'on soit crédible qui font que les banques viennent. On n'a pas des taux en dessous des concurrents classiques, malheureusement. Mais voilà, j'ai répondu. Non, mais c'est intéressant comme témoignage, parce qu'effectivement, on entend souvent
des banques qui vous expliquent, mais on manque encore de grands projets, de projets à financer. Alors, Après, la Caisse des dépôts a dans ses projets de financer aussi l'économie sociale, la relocalisation. Donc nous, notre projet, ça rentrait bien dans les cases de ce que vous, Voilà. de ce que vous vouliez financer. Alors, il y a une question sur comment orienter les investissements vers le durable sans une impulsion du politique. Alors, je rebondis sur un sujet que, monsieur le professeur, vous avez évoqué, qui est celui ce qu'on appelle en bon français le backlash, c'est-à-dire que c'est le recul. On a vu, il y a une étude récente qui a eu un recul, un retrait de l'argent des investisseurs qui est placé dans les fonds ISR assez conséquent l'année dernière. Ça a commencé aux États-Unis avec des grands investisseurs institutionnels texans ou de Floride qui ne supportent plus ça. Est-ce que ce phénomène, il est anecdotique? Est-ce qu'il est inquiétant? Et est-ce surtout, je reviens à la question que posait Vincent à ta précédente, est-ce que la donne a changé dimanche soir en Europe là-dessus? Est-ce que ça vous fait peur? Oui, dimanche soir, ça fait peur à tout le monde. Donc, est-ce que ça va être anecdotique? On espère, parce qu'on part quand même d'un mouvement où la majorité des fonds en Europe étaient apportés dans des fonds à destination ESG, donc des fonds de la finance durable. Et là, effectivement, il y a donc un revirement. Il faut espérer qu'on puisse créer les conditions que ça se refait. Donc l'insécurité politique, elle est beaucoup liée à ça. Donc, il y a certains qui font un fonds de commerce, donc quelque part, à vouloir capitaliser sur cela. Mais de l'autre côté, les investisseurs qui disent qu'ils sont prêts à mettre leurs fonds sur des investissements, ça veut dire quelque chose. Et donc, il faut tabler sur la résilience de ce mouvement. Je pense un péché de la finance qu'elle a fait, elle a raconté très longtemps aux investisseurs, vous pouvez combiner la rentabilité et l'investissement vert. Donc vous pouvez avoir une surrentabilité en même temps qu'une surperformance verte. Et si on dit la recompensation des entreprises doit être un coût de capital moindre, il y a quelque chose, une contradiction. Il faut arrêter avec cette promesse-là. Il faut dire aux investisseurs, donc finalement, si vous faites un investissement vert, c'est par votre conscience et pour vos préférences. Pour ça, donc il faut accepter que vous avez une rentabilité moindre, mais ne pas être surperformé le reste. Un signal prix du côté de l'épargnant aussi. Lucie, je voulais vous faire réagir sur est-ce que vous sentez qu'il y a un backlash ou que c'est quelque chose qui est en train de gagner l'Europe? Est-ce que dans vos conversations avec les investisseurs ou les émetteurs, on sent qu'au fait, finalement, ils s'en foutent un peu, peut-être plus qu'il y a 2 ans, je ne sais pas. Alors, il est certain que depuis 2 ans déjà, on voit un ralentissement dans l'adoption de politiques ou de mesures climatiques par les acteurs financiers. Bien entendu, c'est extrêmement fort outre-Atlantique, mais on le note aussi en Europe, à la fois sur la quantité et la qualité des mesures qui sont adoptées. Contrairement à ce qui s'est passé en 2017, on se souvient, arrivée de Trump au pouvoir, le secteur business est globalement positionné en disant « we are still in » aux États-Unis. En Europe, il y a eu la dynamique des One Planet Summit lancé par Emmanuel Macron, rappelant que non, il faut rester engagé. Aujourd'hui, le contexte est radicalement différent. La pause réglementaire, elle a été demandée par le même Emmanuel Macron il y a déjà 1 an. Et là, aujourd'hui, en effet, suite aux élections, on est dans un contexte où on ne pense pas qu'il y aura de retour en arrière sur ce qui a été adopté. La coalition au niveau de l'Union européenne demeure la même. CSRD, CSDD ou les mesures qui ont déjà été adoptées vont devoir être appliquées dans tous les cas. En revanche, il faut bien comprendre que ces mesures, elles sont insuffisantes. Et notamment, on parle du Green Deal, mais la question qui n'a pas vraiment été posée jusqu'à présent, c'est comment on finance ce Green Deal. Et donc, on est dans ce contexte-là. Maintenant, il est trop tôt pour savoir est-ce que les acteurs financiers vont comprendre que sur le long terme, il est de leur intérêt de ne pas ignorer la question climatique qui va de toute manière les rappeler à l'ordre. On l'a vu avec les assureurs en sont bien conscients, mais
comme je le disais, ça ne veut pas dire qu'ils agissent pour autant. Les assureurs aujourd'hui voient leur marché de plus en plus inassurable, ils voient des poches d'inassurabilité se développer, et pourtant ces mêmes assureurs continuent d'assurer des industriels qui aggravent la situation climatique. Donc la question est posée. Il y a un risque, en effet, à ce que le marché financier, les acteurs financiers, privilégient des logiques très court-termistes et finalement trouvent leur compte dans un arrêt de l'action climatique. On l'a vu par le passé et malheureusement, il faut du coup s'armer face à ça. Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. On pourra continuer à parler politique. Juste un mot, je voulais savoir, vous, du côté des consommateurs, vous avez senti quelque chose? Est-ce que les gens achètent moins de bio? On n'a pas de crise du bio. Le marché de la bio a baissé depuis 2-3 ans, hein, suite à l'inflation, un petit peu. Bon, comme chaque fois qu'il y a une crise, en 2008, c'était pareil. Après, nous, Ethicable, on a continué à croître parce que je pense qu'il y a quand même des consommateurs qui ont envie d'un chocolat de bonne qualité, mais aussi de faire des choses qui ont du sens. Et donc, nous, on n'a pas été impactés. Eh ben, super, comme ça, on termine sur une note d'optimisme. Moi, je donne un cadeau à la grande gagnante qui a fait le bon investissement. C'est la Banque des dépôts qui a investi dans des entreprises durables et sociales. Merci beaucoup.